Authentique et humaine. Elle parle avec franchise. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité. Isabelle Maréchal. Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Je me sens vraiment très, très en forme ce matin. J'espère que vous l'êtes aussi. Vous savez ce que c'est? Ça, c'est l'effet pré-tempête de neige. Quand la neige va nous tomber dessus comme ça, on est dans un petit état d'excitation. J'ai très hâte surtout de vous présenter nos invités d'aujourd'hui. Et ça commence tout de suite avec Steve Waterhouse, qui est un expert en cybersécurité que vous connaissez bien. Steve est un ancien officier de sécurité informatique au ministère de la Défense nationale. Il a été également sous-ministre adjoint à la sécurité de l'information gouvernementale et à la cybersécurité au sein du ministère de la cybersécurité et du numérique du Québec. C'est-tu assez impressionnant comme curriculum vitae, Steve Waterhouse? Merci d'être là, Steve. Bonjour, Isabelle. Je voulais qu'on parle de la sécurité de nos données personnelles ce matin, parce que depuis les derniers jours, on a vu le nouveau patron du DOGE, le département américain de l'efficacité gouvernementale, toutes des gens pas accrédités, en commençant par Elon Musk lui-même. Voilà. J'ai vu également dans les nouvelles que le gouvernement du Québec, pour le dossier santé numérique, le dossier Santé Québec faisait affaire avec une compagnie américaine qui donc avait accès à toutes les données de santé des Québécois. Et là, tu fais 1 + 1 = 2. Devrait-on s'inquiéter pour la souveraineté de nos données personnelles? C'est vraiment une question qui m'habite beaucoup, puis je pense que les auditeurs aussi, en ce moment, Steve, on se demande, on le sait qu'aujourd'hui, la guerre, c'est ça, là. C'est une guerre économique, mais au-delà de ça, il y a la guerre des données. À qui va pouvoir mettre la main sur nos données? C'est une source d'information incroyable. Oui, parce qu'au-delà de l'or, du pétrole aujourd'hui, c'est vraiment rendu l'information avec laquelle elle est monétisable. Autrement dit, n'importe quelle organisation se veut d'aller capter le plus d'informations possible de quelqu'un. Alors, je dois dire, Isabelle, tout appareil dit intelligent égale appareil qui ramasse, écope toutes nos informations par nos habitudes de vie, etc. En revenant à la première question, la façon qu'ils ont procédé aux États-Unis avec le fameux DOGE, j'en comprends absolument rien parce qu'ils ont brisé, ils ont fracassé tous les protocoles nécessaires pour dire on filtre quelqu'un et après ça, s'il est de bonne réputation, on lui donne les clés pour qu'il ait accès à tout. Alors ici, juste de réputation par connaissance interposée d'un et l'autre, on dit, on lui fait confiance, on lui donne accès, puis il va s'occuper de ça, puis il va faire ça dans la bonne foi. Désolé, mais non, ça fonctionne pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Ça peut pas marcher comme ça. Ben, ça devrait pas non plus, non, parce que justement, le processus de filtrage de sécurité, lorsqu'on donne une code de sécurité à quelqu'un, c'est d'aller prouver qu'il n'y a pas il peut pas être à ce moment-là manipulé. Il n'y a pas de chantage possible envers cette personne-là, et l'enquête permet de démontrer, dépendamment du niveau, s'il est à ce moment-là assujetti à des influences extérieures ou non. Et des conflits d'intérêts. Voilà, principalement. Fait que c'est qui fait en sorte qu'il pourrait prendre l'avantage qu'on lui confie d'avoir la gestion ou l'accès à de l'information particulière, surtout présentement avec la quantité de données, qui lui donnerait peut-être un avantage même indu dans son travail. Dans ce cas ici, un président d'entreprise qui a quand même assez large spectre partout en Amérique du Nord, même dans le monde. Alors, quand on parle avec le parallèle qu'on veut faire avec Santé Québec, l'intention n'est pas d'aller porter des données nécessairement à l'extérieur, mais bien d'utiliser le meilleur logiciel possible qui a été trouvé. Bon, ça donne que c'est... Puis c'est un Américain? Et voilà. C'est un logiciel américain? C'est ça. On s'en sort pas? On s'en sort pas parce que même si ça aurait été un autre conglomérat européen qui avait gagné l'appel d'offres, là, on n'a pas l'expertise ici. Mais nous, ici, on l'a pas? Bien, on l'a, c'est-à-dire, mais ça a été prouvé maintes et maintes fois là, que ça donne pas des résultats économiquement viables. Quand on dit ça, ça veut dire que à compétence égale, à paramétrage égal, est-ce que le logiciel, dans un avenir approché, mettons sur les 10 prochaines années, ben il va être à ce moment-là autant économique, sinon mieux? Ben non, parce qu'à toutes les fois, il y a des difficultés, dans la conception du logiciel par rapport à la demande initiale, puis les avenants qui sont rajoutés en cours de projet. C'est ça qui fait gonfler les projets, là, comme on en lit souvent dans les journaux. Et après coup, ben est-ce que ça rencontre l'essentiel de l'idée? Et souvent, il y a vu que c'est un marché beaucoup plus gros aux États-Unis, les architectures, les architectes et les architectures développées vont faire en sorte qu'elles vont être plus malléables
qu'un logiciel que l'on dit en anglais customisé, qui va être ciblé vers un besoin très particulier. Mais est-ce qu'on a, toi qui as été quand même assez près de toutes ces choses, est-ce qu'on a essayé de faire affaire avec des entreprises d'ici? Encore là, le processus est ouvert. Il est ouvert par rapport à aller chercher, voici les besoins. Ils établissent les besoins, les appels d'offres, on sait comment ça marche. Parce qu'on a des grands groupes comme CGI, c'est une compagnie importante. Ils sont dans plein de pays. Je pense qu'ils ont 9000 employés, quelque chose comme ça. Ils sont dans... Écoute, si c'est une expertise québécoise qui fait affaire un peu partout sur la planète, je peux pas croire que... Ben, j'en serais le premier. J'ai toujours été le premier à encourager ça. Là. Je veux dire, on les a, les expertises. Que ce soit en info nuagique pour le stockage, que ce soit le développement logiciel, il y en a des très bons cerveaux qui sont ici, qui se sont même expatriés à travers le temps parce qu'ils avaient des meilleurs emplois, de meilleures conditions, meilleurs salaires à l'extérieur. Bon, ça, on pourrait en faire un autre segment là-dessus. Mais il reste toujours bien qu'il faut arrêter justement d'extérioriser ces considérations. Mais encore là, à la fin de la journée, Isabelle, c'est toujours le Québécois, le citoyen, paye-tu mieux le même produit, le même service, si on prend le fournisseur A ou le fournisseur B? Oui. En même temps, avec tout ce qui se passe depuis l'arrivée de Donald Trump comme président américain, on est vraiment, on l'a appris plus que jamais. Là. Si les gens ne le savaient peut-être pas à quel point on était intégré comme économie, elle était collée, le plus tissé, serré avec l'économie américaine que ça, c'est dur à battre. Et là, on essaye de délier un peu, là, parce qu'on se dit, ça n'a pas de bon sens. Puis sincèrement, ça n'a pas de bon sens d'être si intégré que ça à l'économie américaine, à tel point que quand Donald Trump dit... Regardez, 51e État, vous l'êtes déjà, vous auriez tout bénéfice. Il y a comme quelque chose là-dedans qui est comme une évidence, même si ça n'a pas de bon sens, puis que sincèrement, on pense que ça n'arrivera pas. Mais quand il dit comme ça, lui, il se croit parce qu'il regarde, puis il se dit, ben oui, regarde, tout nous rassemble. Alors, y compris les données, y compris tu le dis toi-même, les gestionnaires d'architecture. Alors, moi, je me dis, il faut quand même qu'on se défasse un peu de cette emprise-là. Mais il aurait fallu y penser, Isabelle, le 20-25 ans minimum. Toi, tu dis c'est trop tard aujourd'hui? Bien, c'est trop tard parce qu'il y a une telle fusion de la façon de travailler. Là, juste l'ordi que tu as devant toi présentement. Je sais! C'est demain matin, est-ce qu'on peut en trouver un équivalent canadien, si ce n'est québécois? La réponse, c'est non. On avait un fleuron canadien qui est BlackBerry, qui a malheureusement qui a planté puis qui est rendu un appareil Android. C'est vrai que BlackBerry a déjà été leader du marché, non? Très grand leader du marché. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un écoute, j'ai vu le film, puis je me suis dit que c'était peut-être pas tout à fait ça, mais que ça ressemblait. Ça relate à beaucoup d'aspects, exactement, dans le film. Mais ils ont vu trop grand? Ben, il a peut-être vu trop grand, mais en même temps, on n'a pas cette fibre entrepreneuriale aussi bien développée que nos voisins du Sud. Ça, il faut l'avouer. Fait que souvent, c'est des choses... Ils se sont fait dépasser sur l'innovation. Entre autres. Et c'est là que ça a été le plus gros frein, je te dirais. Là. Puis, ça, des fois, c'est des petits manques là, de regarder juste en avant puis de se projeter 10, 15, 20 ans en avant et de dire... Ah, tu veux dire qu'on manque de vision ici? Absolument! Ah, scoop, Steve! Ben, pas un scoop. C'est un autre constat, Isabelle! Non, c'est pas un scoop! On sait qu'on manque de vision! Je vais t'en donner 2 exemples concrets. Là, puis c'est le collègue Michel Junot-Katsuya là, qui est à l'avant-plan aujourd'hui. Puis son rapport qu'il a produit en 1997 sur l'état de la menace, là, puis qu'il disait là, qu'il y avait de la corruption, puis qu'il y avait de l'insertion là, des magnos chinois qui étaient dans l'intérieur des ports canadiens, etc. Puis là, on est rendu en 2025, puis ça a toute sa raison d'être encore, ce rapport-là qui a été fait en 97. Puis moi, ce que j'aime bien parrainer comme histoire aussi, c'est Huawei, qui est devenu ce qu'il est aujourd'hui par rapport à ce qui était Nortel. Fait que ça, l'espionnage industriel qui datait du début des années 2000, dans lesquels, pendant 9 ans de temps, les agents étatiques chinois se sont immiscés à l'intérieur de Nortel et ils ont été capables d'aspirer tout le développement qu'on a payé à grands frais et que ça s'est retrouvé vers ce marché-là. Puis qui est aujourd'hui le numéro 1 mondial? Ben, c'est pas nécessairement Apple, mais bien Huawei qui est partout sur la planète. Donc, c'est là ce constat-là. Il faut arrêter de dire personne nous en veut, personne veut nous faire du mal. C'est faux. La compétition, elle est tellement forte, surtout depuis la tombée du mur de Berlin, depuis la fin de la guerre froide. Ben, l'espionnage demeure quelque chose numéro 1 qui vient nous achaler à chaque jour, Isabelle. C'est subtil, mais les gens, il faut qu'ils s'en méfient un peu plus. Et ça, je prends tes paroles parce que tu as été
tu as une carrière militaire. Steve, tu as formé des soldats, des officiers aux armes de combat. Tu es devenu l'un des premiers cyber-soldats au Canada. J'ai vu ça dans ta bio. Oui, mais ça, c'est un clin d'œil pour dire... que tu étais en cyber numérique. J'étais donc de formation de fantassin, autrement dit, de petit bonhomme vert qui coupe à terre là-dedans, et qui, tout d'un coup, on demande du jour au lendemain, puis je vais me dire, de troquer son arme pour son clavier. Ouais. Et c'est ça qui était au milieu des années 90, l'insertion du courrier électronique dans le quotidien pour remplacer le fameux formulaire triplicata en carbone. Mais là, aujourd'hui, on demandait à l'administration publique en général, parce qu'au gouvernement fédéral, de milieu des années 90, ça s'est fait, cette transformation numérique, d'insérer le courrier électronique. Mais là, il n'y avait pas de métier de créer. Fait que là, il demandait à ceux et celles qui ont une formation, une passion, puis ils savaient quoi faire avec ça. Levez la main, on va vous donner, vous allez être réassigné à faire ça. Fait qu'il y avait un contraste assez fort de dire, voici un sergent d'infanterie du Royal 22e Régiment qui s'occupe des claviers, des écrans, des souris, puis des composantes réseau pour faire fonctionner du courrier électronique. Fait que c'était un clash, là aussi. Sauf que c'était nécessaire, puis j'aimais bien apporter cette simplicité, parce que quelqu'un qui est dans le technique, quelqu'un qui est vraiment avec des connaissances poussées, va amener des concepts, va amener des façons stratégiques d'approcher le tout, alors que moi, j'approchais ça de façon tactique. Ouais. Fait avec mes supérieurs qui étaient là, ils aimaient ça parler avec moi parce que j'amenais ça de façon très simple et rapide. Je n'allais pas vers des théorèmes, etc. Non, voici ABC, la réponse est là, puis tout le monde, il fallait qu'on avance. Mais on peut dire, puis c'était visionnaire à l'époque parce que on pensait pas à l'époque que ça allait prendre autant de place. Aujourd'hui, tout passe par... La culture militaire, Isabelle, à laquelle tu réfères, elle est intrinsèquement lié à la sécurité de l'information. Ça a commencé là avec la marine américaine et ça s'est développé. Là, on sait l'ARPANET et l'Internet d'aujourd'hui. Ben déjà, c'est la sécurité des pays. Puis la sécurité aujourd'hui passe par l'informatique. Et voilà. Fait que c'est pour ça que la culture de la sécurité de l'information à laquelle j'ai été imprégné à très jeune âge, ben, elle se transpose facilement dans le métier que j'occupe aujourd'hui. Et c'est comme ça que j'amène cette culture à ce que les gens comprennent, au-delà des trucs techniques puis fantasmagoriques d'outils ABC pour protéger les réseaux, il faut fondamentalement revenir à une base qui est de connaître comment qu'on s'y prend et comment qu'on adopte notre état d'esprit pour dire où est la menace et comment qu'on peut la contraindre face aux vulnérabilités que l'on a. C'est l'étude de base à faire. Oui, mais parlant d'études, justement, je lisais une étude de l'Institut d'études internationales de Montréal récente là, qui disait que le Canada et le Québec sont très dépendants des États-Unis en matière numérique. On l'a un peu dit à quel point on était intrinsèquement liés puis à quel point on était dépendants. Puis toi, tu le confirmes, tu dis... Beaucoup de données de nos concitoyens québécois sont envoyées chez nos voisins du Sud. On dit envoyer chez les voisins du Sud parce que c'est une entreprise qui a pignon sur rue dans ce pays-là. Tu fais référence aux réseaux sociaux, genre Facebook? Les réseaux sociaux ou entreposage infonuagique, que ce soit Microsoft, Amazon, ils ont donc des espaces de stockage. Ici, en sol québécois, là, Microsoft sont à Québec, sont en train de compléter un autre centre de données là-bas. À Varennes, c'est Amazon, AWS, qui a 4 centres de données autour de Montréal. Amazon, on l'a appris quand ils ont fermé leur centre de distribution, que dans le fond, c'était la petite bibine, leur boîte qui nous ship à la maison. Leur gros cash, c'est dans la gestion de l'info nuagique. Et oui, et ça... Et d'ailleurs, ils battent... ils sont le premier, là. Amazon, non? Oui. Ils sont numéro 1. Écoute, je suis allé voir leurs états financiers puis ceux des autres. Normalement, ils sont numéro 1 dans le top 3. Là, il y a toujours... Vois-tu, il y a une vision économique à considérer qui est numéro 1. Moi, j'ai une vision technique. Ah, vas-y. Qui est numéro 1. Moi, je regardais juste le cash. Non, je sais, mais c'est celle-là qui est plus facile. Moi, je fais comme... Je me suis mis à la place de Bezos. Il doit regarder le cash, lui aussi. Mais d'un côté technique, là, savais-tu aussi que China Telecom ont 35 points de service aux États-Unis déjà, là. Ils sont déjà imbriqués dans le marché de l'infonuagique. Est-ce que Donald Trump sait ça? Son entourage y a sûrement fait part. Mais ça devient une carte à jouer, lui-là, plus tard, pour être en mesure de négocier X, Y, Z. Fait que c'est pour ça que, oui, c'est connu, mais en même temps, ils peuvent pas tout dévoiler au début. Là. Ça, c'est une question de stratégie. Là. Ouais. On doit aller à la pause. C'est fascinant ce que tu nous racontes. Je donne nos numéros à nos auditeurs pour pouvoir intervenir. Si vous voulez poser des questions sur la sécurité de vos données, êtes-vous inquiet? Moi, je suis pas parano. Je suis juste très réaliste, n'est-ce pas? Je suis pas parano, Steve. Non. On les confirme à chaque fois. Tu vois. Est-ce que vous êtes inquiet pour la sécurité de vos données
personnelles. Vous savez, des fois, là, quand on regarde ce qui se passe aux États-Unis, on se dit, pourquoi on est-tu plus intelligent que chez nous? Ça va pas arriver. Steve vient nous le dire. On est déjà très, très liés. Il y a déjà de vos données qui sont chez nos voisins du Sud. On est tout le temps dans les réseaux sociaux, nos ordinateurs, nos téléphones. On n'est pas toujours vigilant d'ailleurs non plus. Il y a beaucoup de cas de fraude. Si vous avez des questions d'ailleurs là-dessus, on a notre expert Steve qui peut y répondre, bien sûr. Si vous avez besoin de conseils, c'est le moment. Alors, nos numéros, 1-877-827-2346. Par texto, vous faites le 187 Cube Radio. À tout de suite.